Bonjour à tous. Donc, bienvenue dans cette conférence que je vais animer aujourd'hui. Donc, on va parler de Google Ads ensemble. Donc là, je suis ici pour vous présenter comment exploiter donc, les différents produits Google pour couvrir votre tunnel marketing. Donc, l'objectif, c'est vraiment de voir comment, en exploitant Google, on peut vraiment arriver à couvrir une stratégie 360 globale. Pour commencer, je vais me présenter. Donc, je suis Manon Russias, je suis lead consultante média chez Cybercité et je suis en charge de la relation entre Cybercité et Google et les équipes Google. Donc, pour que justement nos équipes travaillent au mieux sur les produits Google et soient au top en termes de gestion de campagne. Donc, je suis chez Cybercité Lyon, donc, qui est une agence web marketing que je vous présenterai ensuite. J'ai 7 ans d'expérience en gestion de campagne digitale. Et donc, avec Google, donc on a le statut Google Partner premier, qui signifie en fait qu'on fait partie des 3% des meilleures agences en France, donc selon des critères d'optimisation, de dépenses et de certification. Donc Cybercité en quelques chiffres, donc nous sommes une agence experte en web marketing, SEO, SIA. On est plus de 130 experts, donc répartis un peu sur toute la France entre 6 agences, mais principalement à Lyon. On a déjà 22 ans d'expérience, 17 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 600 clients pour lesquels on gère donc des stratégies web marketing. Donc, comme je vous le disais, on gère des stratégies SEO, des stratégies SIA média. Donc ici, on va vraiment parler uniquement du SIA et du média. On a également un pôle dédié au content marketing, également un pôle dédié à la data analytics et à la conversion, donc pour justement mesurer toute la donnée et la qualité du trafic qu'on va vous apporter. Et on a également toute une équipe R&D et un outil propre qui est Data Garden, qui est un outil de DataVis. Quelques références clients pour info, donc on travaille vraiment sur tout type de clients, problématiques B2C, B2B, e-commerce, lead, notoriété, donc en clients que vous allez reconnaître, Air France, Temps des Cerises, Millet, Demeco, donc vraiment toute typologie de stratégie. Du coup, pour commencer cette conférence, je voulais déjà refaire un petit rappel sur ce qu'était la performance. Parce que la performance, c'est via la réponse directe, mais pas seulement. La performance, ça se travaille tout le long du tunnel marketing. Donc ce petit rappel qui n'est pas... qui est indispensable et qu'il faut bien rappeler, c'est qu'un mix média vertueux, il se compose de campagnes de visibilité et de notoriété, de campagnes d'engagement et de trafic, et de campagnes d'acquisition et de performance. Donc forcément, quand on est annonceur, nous, on a envie de se focaliser sur la perf, on veut tout de suite avoir du retour sur investissement, on veut tout de suite avoir des coûts d'acquisition qui rentrent dans nos objectifs. Mais si on ne travaille pas en amont sa visibilité et l'engagement de son audience, on va avoir du mal à faire grandir sa performance. Donc ça, c'est hyper important de l'avoir en tête avant de s'engager dans des campagnes à la perf. Je voulais également rappeler que la Customer Journey, de nos jours, elle n'est pas linéaire, mais elle est composée de différents touchpoints qui sont quasiment tous couverts, pas tous à 100%, mais par un média appartenant au réseau Google. Donc quand vous naviguez sur Internet, que vous naviguez sur un site, qu'ensuite vous consultez vos mails sur Gmail, qu'ensuite vous visitez des sites médias qui ont des encarts publicitaires Google, ensuite vous faites une recherche sur Google et vous cliquez sur une annonce. Sur tout votre parcours et sur tout le parcours de vos clients et vos prospects se trouve quasiment systématiquement un produit Google sur lequel vous pouvez apparaître et maîtriser votre message. Donc ça, c'est hyper important de bien l'avoir en tête. Pour rappel également, donc vous connaissez tous Google et vous savez tous que l'écosystème Google a une ampleur qui est énorme. C'est 9 plateformes et plus d'1 milliard d'utilisateurs répartis sur le réseau de recherche, sur Maps, sur les téléphones Android, sur YouTube. Donc c'est une plateforme qui est énorme et qui dispose du coup d'un machine learning qui est très fort. Donc Google, grâce à toutes ces plateformes, il emmagasine énormément de data et il s'en sert via ses algorithmes et dans ses solutions. Et grâce à ça, nous, en tant qu'agence, ça nous permet de gérer des campagnes qui sont vraiment très pertinentes et qui répondent vraiment à vos objectifs. Donc ça, c'est vraiment la force de Google. Et pour info, donc 86% des décisions d'achat commencent sur Google Search. Donc c'est des signaux d'intention en temps réel que Google capte et dont on peut se servir derrière pour vous apporter du coup des campagnes performantes.
Du coup, le réseau Google, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout, je pense, quand on s'adresse aux annonceurs, c'est le réseau de recherche qui correspond à la réponse directe et du coup au levier sur lequel vous aurez le plus facilement de la performance et sur lequel vous serez le plus rentable. Donc pour rappel, le réseau de recherche, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment l'endroit où votre annonce peut être diffusée au moment précis où l'internaute va rechercher du coup votre service ou votre produit. Et du coup, c'est là où votre présence est la plus pertinente et c'est là où vous pouvez du coup apporter la solution et la réponse la plus pertinente pour vous et pour atteindre vos objectifs de performance. Mais comment ça fonctionne réellement pour pouvoir avoir des bonnes performances? Alors, il faut bien comprendre comment fonctionne Google de nos jours. Ça a pas mal évolué. Donc à l'époque, on se concentrait quasiment exclusivement sur son listing de mots-clés et sur l'optimisation de ces mots-clés. Aujourd'hui, on va plus loin que ça. Certes, quand on veut faire des campagnes sur le réseau de recherche, le cœur, c'est votre mot-clé, parce que c'est ce que va rechercher l'internaute. Sauf que vous, et même nous, en tant qu'agents, ce dont on n'a pas accès, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est le contexte de la recherche effectuée par l'internaute. Et ça, Google, il a accès à ça. Donc tout ce qui va être intention, localisation, appareil utilisé, centre d'intérêt, heure, on peut même dire historique de navigation. Ça, Google, il le sait. Donc il est en mesure de savoir si quelqu'un cherche ordinateur portable dans son réseau, dans ses recherches Google. Google va savoir si c'est une personne qui a l'intention d'acheter ou si c'est une personne qui est plus en train de se renseigner. Il va connaître le niveau d'intention. Ça, moi, quand j'achète mon mot-clé, je ne peux pas le savoir. Et c'est Google, grâce à ses algorithmes, qui va pouvoir avoir cette info et enchérir de manière la plus pertinente possible en fonction de vos objectifs. Au-dessus de tout ça, donc en plus du contexte de la recherche, il y a toutes les informations et les éléments que l'annonceur va donner, et nous aussi en tant qu'agence, à Google. Donc tout ce qui va être taux de clic, UX, ROI cible, CPA cible, les annonces, les micro-conversions, tout ce qu'on va traquer, la qualité de notre site, tout ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on peut influer. Et c'est ce qu'on peut, nous, optimiser avec les annonceurs pour justement aller chercher plus de perfs. Donc, quand on fait des campagnes sur le réseau de recherche, certes, on pense mots-clés, mais attention, il faut vraiment prendre en considération tout ce qu'il y a autour. Sinon, vous n'aurez jamais de bonnes perfs et surtout de bonnes analyses. Du coup, quels éléments fournir à Google quand on fait des campagnes sur le réseau de recherche? C'est avant tout toute la partie déjà tracking. Si vous lancez des campagnes sur le réseau de recherche mais que votre tracking n'est pas fonctionnel, vous n'aurez jamais de bonnes performances. Même si vous achetez les bons mots-clés, parce que du coup, vous ne donnerez pas les bonnes infos à Google, et du coup, il ne saura pas vraiment ce que vous cherchez en achetant ce mot-clé-là. Donc, hyper important d'avoir un tracking fonctionnel et de traquer un maximum d'éléments clés sur votre site. Si vous voulez générer des demandes de contact, si vous voulez générer du chiffre d'affaires, c'est hyper important de bien avoir tout ça en tête, mais aussi tout ce qui va être micro-conversion, des abonnements, des newsletters, des téléchargements de documentation, qui vont aussi aiguiller Google sur la qualité de votre trafic. Ce qui est également important, c'est toute la partie audience. Donc, comme on le disait juste avant, Google prend en considération l'intention de son audience, son historique de navigation et son profil pour enchérir plus ou moins sur les audiences. Donc, c'est hyper important, en amont aussi, que vous ayez pu créer vos audiences de remarketing, que vous ayez pu identifier les centres d'intérêt et les intentions les plus pertinentes pour votre activité, qui ne sont pas toujours forcément liés à votre service ou à votre produit, mais tout ce qui va aussi autour pour aiguiller Google, justement. Et donc ça, c'est un des éléments principaux pour optimiser ces campagnes Google Ads. Ensuite, on a toute la partie assets, donc tout ce qui va être annonces, extension d'annonces, flux de produits si vous faites des campagnes shopping, donc tout ce qui va être pour les e-commerçants. Tout ça, pareil, c'est des éléments sur lesquels nous aussi, en tant qu'agence, on accompagne les annonceurs pour justement mettre en place les assets les plus pertinents possibles, faire des propositions de setup les plus pertinentes, des contenus d'annonces, des contenus de flux, parce que pareil, un flux de produits, ça se travaille. Google attend vraiment des spécifications précises sur un flux. Et donc, c'est hyper important de venir avec les assets les plus qualitatifs possibles pour que Google s'optimise au mieux. Et enfin, quand on a tout ça, vous voyez que ce qui vient finalement un peu à la fin, c'est le mot-clé, la structure de mots-clés, définir les termes que vont taper vos futurs clients, vos prospects, et du coup mettre en place donc, le setup le plus adapté. Désormais, pour info, l'achat de mots-clés se fait de plus en plus en large. Avant, on avait tendance à vraiment lister
tous ces mots-clés très détaillés, avec toutes les occurrences possibles, les longues traînes, etc. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à aller de plus en plus vers le large et à justement, en donnant toutes les informations qu'on a avant, laisser Google s'optimiser au mieux selon votre objectif. Pour qu'il s'optimise au mieux, justement, quand on a préparé tout ça en amont, on va du coup choisir la stratégie d'enchère la plus pertinente pour votre activité. Google nous donne accès à des stratégies d'enchère en fonction de vos objectifs. Si vous êtes sur un objectif de visibilité, alors vous avez par exemple l'objectif taux d'impression cible. Par contre, si vous êtes un e-commerçant, que votre objectif c'est la rentabilité, dans ce cas-là, vous allez choisir la stratégie optimisée pour le ROAS. Vous pouvez aussi, au contraire, ne pas forcément vouloir de la rentabilité, mais vouloir du volume. Dans ce cas-là, vous allez maximiser la valeur. Et ça, c'est vraiment aussi un point clé pour Google pour comprendre ce que vous attendez de lui et de quelle manière il va devoir du coup optimiser les campagnes. Pour info, donc vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps, depuis un petit moment maintenant, on rencontre pas mal de difficultés avec donc la CNIL, la mise en place de la RGPD qui nous prive d'énormément de data. Donc c'est hyper important, on vous le disait, c'est un des top critères à mettre en place, la partie conversion, la partie tracking. Et comment faire du coup dans un contexte où on perd de plus en plus ce tracking et où on perd justement de plus en plus de data. Et bien, Google propose justement des solutions, avec notamment un outil qui s'appelle le Consent Mode de Google, qui permet en fait à son algorithme de s'adapter à la perte de données. Donc avant, Google, quand il perdait la donnée, il prenait en compte le fait que du coup la personne, si elle n'avait pas converti, donc si elle n'avait pas par exemple réalisé un achat, c'est parce qu'elle n'était pas qualitative et que finalement ce n'était pas une audience qui était bonne à cibler. Or, ce n'était pas le cas, c'est juste que la personne n'avait pas voulu être suivie dans son parcours. Donc maintenant, il est capable, quand on met en place ce paramétrage, de savoir si une personne n'a pas converti ou n'est tout simplement pas suivie parce qu'elle a refusé les cookies. Donc ça paraît être du détail, mais c'est hyper important pour nous, parce que ça permet justement de driver l'algorithme de Google et que justement nos enchères soient les plus pertinentes possibles. Je vous ai mis un exemple client qui est très parlant. Donc là, c'est pour Aéroport de Nantes, pour lequel plus on a mis de data, plus on a obtenu de perfs. Donc tout simplement, sur ce client-là, on a ajouté des datas de micro-conversion. Donc comme je le disais au début, donc on suivait de la prise de lead, de l'inscription sur le parking de l'aéroport. Et en parallèle, on s'est dit, bah, tiens, on va traquer beaucoup plus de micro-conversions pour donner plus d'infos à Google et qu'ils puissent qualifier au mieux notre audience. Et donc en mettant en place ces micro-conversions, on a réussi à obtenir une baisse du CPA de 39% et une augmentation du taux de conversion de 31% sur les campagnes Search Fil Rouge. Tout simplement en donnant plus de data et en permettant à Google de mieux comprendre qui on voulait cibler. Donc c'est hyper important. Ensuite, en septembre, donc ça c'était en avril, et en septembre, on a mis en place le paramétrage du Consent Mode. Oui. Alors, ce qu'on appelle les micro-conversions, c'est tout ce qui va être conversion annexe, qui ne seront pas la conversion principale. Par exemple, si vous êtes e-commerçant, votre conversion principale, ça va être l'achat et du coup la remontée du chiffre d'affaires. Et le clic sur l'ajout au panier, ça pourrait être considéré comme une micro-conversion. Ce n'est pas votre conversion finale, ce n'est pas ce que vous cherchez au final, mais ça vous permet d'identifier si votre audience est qualifiée ou non. Si elle ajoute au panier, c'est qu'elle est qualifiée. Si elle n'a pas été jusqu'à la vente, il faut essayer d'analyser pourquoi et comment faire en sorte de l'emmener jusqu'à la vente. Et donc ensuite, après le paramétrage des micro-conversions, on a mis en place le Consent Mode pour justement pallier à la perte de données suite au paramétrage de la RGPD. Et donc là, on a constaté une baisse du CPA de 62% et une hausse du taux de conversion de 43%. Donc, exemple très parlant, donc, qui nous met vraiment en avant que, certes, sur le réseau de recherche, les mots-clés sont importants, mais le cœur, c'est vraiment la data et les informations qu'on va pouvoir donner à Google. Pour aller plus loin, donc une fois qu'on a optimisé ces campagnes, qu'on a mis en place tout le tracking nécessaire, qu'on a donné toutes les datas à Google, qu'on arrive un petit peu au bout de nos optimisations, on va utiliser un outil qui s'appelle le planificateur de performance et qui nous permet de savoir à partir de quel stade de dépense on est plus rentable. Donc Google, avec notre historique de performance, est capable de nous dire à partir d'un tel niveau de dépense, là ton CPA s'envole, c'est plus pertinent pour toi de faire du search. Il ne nous le dit pas comme ça, mais nous on le lit comme ça. Et ça vous permet du coup de savoir à partir de quel moment il faut diversifier votre plan média et du coup aller plus loin et travailler les étapes d'avant, l'étape d'engagement et l'étape de reach.
là vous avez atteint votre seuil de perf. C'est plus pertinent pour vous de travailler la perf, il faut que vous travaillez soit d'autres leviers perf que Google, soit les étapes en amont. Donc ça, c'est un outil qui est accessible si vous faites du Google Ads avec un historique de performance. Et donc, une fois que j'ai atteint ce seuil, un des leviers que je peux activer sur Google, c'est le réseau Display et le réseau Discovery, qui sont donc deux autres réseaux disponibles sur Google Ads et qui vous permettent d'aller chercher des performances de visibilité et de performance. Donc, le réseau Display, c'est de la visibilité tout simplement parce que 96% du temps passé en ligne n'est pas consacré à la recherche, il est tout simplement consacré à de la navigation. Donc on va naviguer sur des sites, sur ses mails, sur YouTube. Et Google, lui, couvre plus de 3 milliards de sites et applications sur Internet. Donc il vous permet vraiment de couvrir une très grosse partie de ce temps de navigation via uniquement son réseau. Ensuite, on peut faire de la perf, tout simplement parce que sur Google Ads, on a accès à des ciblages qui sont très optimisés. Donc le même typologie de ciblage dont je vous parlais sur la partie search, on est vraiment sur des audiences ultra optimisées pour répondre à vos objectifs. On a du coup ces fameux modes d'enchères à la visibilité, à la performance. Les enchères que je vous ai présentées pour le search sont également disponibles pour le display. On a accès aussi à un format d'annonce qui s'appelle le Responsive Display Ads, que je vous présenterai ensuite, qui est en fait un format d'annonce sur le réseau display, mais complètement orienté pour la performance et pas forcément sur la visibilité. Donc vous connaissez probablement les formats de bannières classiques que vous voyez sur tous les sites, les GIFs, les JPEG. Et là, Google a lui son propre format d'annonce qui ne nécessite pas forcément de passer par un graphiste. Donc c'est aussi très, très pratique. On a également un impact sur les performances search quand on active du display. Donc ça, ce sont des chiffres Google. Donc d'après Google, on enregistre plus de 11% de conversion sur les campagnes search quand on a des campagnes display qui sont activées en parallèle. Donc il y a un impact global sur tout votre dispositif si vous activez du display. Du coup, je vous parlais du format Responsive Display Ads, donc on appelle le format RDA, qui est un format en fait automatisé. Donc vous allez fournir à Google des assets, images, photos, des textes, des descriptions, et à partir de ça, Google va en fait vous générer des combinaisons de bannières. Donc je vous ai mis des exemples sur la droite, des exemples Google. Donc là, par exemple, en utilisant 5 images, 5 descriptions, 5 titres, vous avez plus de 300 combinaisons, 4000 variations de bannières. Donc il y a plusieurs utilités à ça. Donc déjà, Google annonce plus 90% de conversion avec le format RDA par rapport au format bannière classique. Donc c'est vraiment ce côté perf. Et vous pouvez vraiment envisager le réseau display comme un réseau à la perf. Et en plus de ça, vous n'avez pas forcément besoin de passer par un graphiste si vous n'en avez pas. Et les résultats peuvent être très quali. Vraiment, les combinaisons de bannières que vous obtenez avec un RDA, ça ne fait pas forcément une bannière un peu cracra que certains annonceurs n'aimeraient pas avoir. Le rendu est vraiment chouette, vous pouvez tester. On le fait quasiment systématiquement pour nos clients parce que ça fonctionne vraiment, que c'est pratique et qu'en plus les performances sont meilleures. Je vous ai mis un exemple de cas client. Par exemple, sur EM Lyon Business School, on enregistre un CTR 4 fois supérieur sur les RDA par rapport aux GIF, un taux de conversion 3,5 fois supérieur en RDA et un CPA 2 fois moins élevé en RDA par rapport aux GIF. Donc c'est très parlant. Là, c'est un exemple pour EM Lyon, mais sur tous nos clients, on le constate. Ça coûte vraiment moins cher et les performances sont meilleures. Donc Google va vraiment favoriser son format plutôt que le format bannière GIF, si on est sur un objectif de performance. Concernant les audiences sur le réseau display, donc on a accès à tout un tas d'audiences qui peuvent répondre à différents objectifs en fonction de votre étape du tunnel de conversion. Si vous êtes sur un objectif plutôt de visibilité, vous avez accès aux données démographiques, donc sexe, âge, géolocalisation, et à des audiences d'affinité qui sont des centres d'intérêt, toute une liste de centres d'intérêt que Google ressort des historiques de navigation des internautes. Et vous pouvez du coup cibler vraiment selon les intérêts et pas forcément les intentions d'achat. Et du coup, si vous voulez lancer une campagne de visibilité, privilégiez plutôt ces audiences-là. Et du coup, dans ce cas-là, plutôt des bannières GIF, des bannières JPEG très travaillées dans un objectif vraiment de noto plutôt que de perf. Par contre, si vous avez un objectif de créer de l'engagement, de l'intérêt,
Là, vous allez pouvoir solliciter le format RDA et du coup plutôt vous orienter sur des audiences sur le marché, des événements de la vie ou des audiences similaires. Donc là, les audiences sur le marché, ça va plus se rapprocher de l'intention d'achat plutôt que du centre d'intérêt générique. Les événements de la vie, ça va être par exemple devenir parent, déménager, ce genre d'événements-là qui sont assez clés et qui vous permettent d'identifier potentiellement un moment où pour vous, ça peut être intéressant de placer votre produit ou votre service. Et ensuite, il va y avoir tout ce qui est audience similaire. Donc les audiences similaires, c'est des audiences qui sont basées sur vos propres audiences à vous, vos audiences de remarketing, vos audiences BDD. Et Google va aller cibler des profils jumeaux qui ont les mêmes tendances d'achat, les mêmes centres d'intérêt, pour potentiellement aller chercher des personnes pertinentes pour votre activité. À ce stade-là, avec ces audiences-là, c'est vraiment de l'engagement et de l'intérêt qu'on va aller chercher et mettre en avant votre produit, du contenu, mais peut-être pas encore tout de suite mettre en avant votre produit et chercher de la vente. Si vous voulez aller chercher vraiment de la conversion et de la perf, c'est surtout avec les audiences de remarketing, les audiences de vos bases de données, les audiences d'intention personnalisées, les smart audiences. Donc les intentions personnalisées, c'est des audiences que vous allez créer vous-même à partir des requêtes qui ont été tapées sur les 7 derniers jours. Donc vous allez pouvoir aller cibler, encore une fois, si vous vendez des ordinateurs portables, vous allez pouvoir cibler toutes les personnes qui ont tapé ordinateur portable sur les 7 derniers jours. Donc c'est des personnes qui ont une intention d'achat de votre produit assez élevée. Et pareil, privilégier le format RDA pour cette étape-là. Ensuite, les Smart Audiences, donc ça correspond aux campagnes Smart Display. Donc en fait, les campagnes Smart Display, ce sont des campagnes dans lesquelles vous allez indiquer à Google votre landing page, vos éléments d'annonce RDA et votre CPA cible. Et à partir de là, il va tout seul aller dynamiquement chercher les audiences pour atteindre votre objectif, sans que vous ayez besoin vous-même à la main d'aller paramétrer une audience. Donc ça, c'est un type de campagne qui peut être très pertinent, mais il faut avoir des budgets quand même assez conséquents. Donc c'est 10 fois son CPA Search par jour. Donc si vous avez un CPA Search de 20 €, il faut mettre 200 € par jour si vous voulez faire de la Smart Display. Sinon, vous n'aurez pas assez de potentiel pour que l'algo s'optimise tout seul. Donc voilà, sur le réseau display, vous pouvez couvrir les 3 étapes du funnel avec du coup à disposition 3 grandes typologies d'audience et du coup les 2 formats d'annonce à disposition. En plus du réseau display, vous avez donc le réseau Discovery qui utilise les mêmes audiences, un format d'annonce qui s'apparente à de la RDA et qui est en fait un format d'annonce qui est un réseau qui est propre à Google. Le réseau display, c'est tout un réseau de sites sur lequel d'autres régies peuvent avoir accès à l'emplacement. Il n'y a pas que Google qui peut avoir accès aux emplacements de sites. Des régies programmatiques, par exemple, peuvent avoir accès à différents sites. Le réseau Discovery, il n'y a que Google qui a accès. Donc c'est la partie actualité des téléphones sous Android. Sur YouTube aussi, vous avez dû remarquer, vous avez désormais des publicités fixes. Donc ça appartient au réseau Discovery. Et dans Gmail aussi, vous pouvez diffuser des publicités. Donc c'est l'avantage de Discovery, il vient compléter le réseau display et il répond en fait aux mêmes objectifs avec les mêmes typologies d'audience. Ensuite, on a le réseau YouTube, donc, que vous connaissez sûrement très bien, qui est un réseau donc, qui est très puissant, très performant et sur lequel vous allez vraiment venir travailler votre visibilité et votre notoriété en priorité. Donc pour info, 90% des gens estiment avoir découvert de nouveaux produits, services ou marques sur YouTube. Donc c'est une grosse plateforme pour travailler sa marque. Plus de 50% affirment que la vidéo en ligne les a déjà aidés à choisir un produit, service ou marque. Donc ça permet aussi de travailler la préférence de marque. Donc quelques grands chiffres encore intéressants sur YouTube. 81% des Français viennent sur YouTube tous les mois. Donc c'est une grosse plateforme qui est vraiment complémentaire à la télé, voire parfois prioritaire à la télé selon votre cible, puisque un Français sur 2 de 25-49 ans vient sur YouTube tous les jours, et que les 25-49 ans passent 31 minutes sur YouTube par jour, et c'est 50 minutes pour les 18-34 ans. Donc si vous avez une cible jeune, privilégiez YouTube plutôt que la télé, et si vous avez une cible plus âgée, YouTube peut venir quand même en complément, parce que le réseau est aussi sollicité par des tranches d'âge plus élevées. C'est la seule plateforme vidéo qui rivalise avec la télé en consommation journalière, donc c'est juste en dessous de la télé, et Netflix est encore bien loin derrière.
Sur YouTube, c'est un peu comme sur le display. Pour chaque étape, vous allez avoir des audiences et des formats à disposition, sachant que YouTube, quand même, encore une fois, il faut le privilégier pour la visibilité, la notoriété. Vous allez avoir les audiences que vous avez sur la droite, c'est les mêmes que je vous ai déjà présentées. Donc quand on est à l'étape de reach, on va plutôt solliciter des audiences socio-démo, d'affinité, de centres d'intérêt. Et en face, donc je vous montrerai des exemples, des screens de campagne ensuite, mais vous avez des formats must-add, des formats non skippables. Donc sur YouTube, vous pouvez diffuser des vidéos qui ne sont pas skippables et où les internautes sont obligés de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Le TrueView for Reach, qui est en fait le format le plus classique, donc la vidéo skippable que vous avez déjà beaucoup vu en regardant des vidéos sur YouTube. Et on a également le format Bumper, qui est un format 6 secondes, qui permet, pareil, qui n'est pas skippable, et qui permet soit de venir en écho d'une campagne existante, en reciblant des personnes qui ont déjà vu votre pub avec un format plus court, soit pour faire vraiment passer un message très rapidement avec ce format, donc 6 secondes. On a également, donc, sur la partie considération, comme on disait tout à l'heure, les audiences, donc les événements de la vie, les audiences sur le marché, donc qui sont plus orientées sur des personnes qui ont une intention d'acheter votre produit ou votre service. Et pour cette étape-là, vous avez des campagnes TrueView for Engagement et TrueView for Discovery qui sont vraiment optimisées pour avoir un coût par vue le plus faible possible et optimiser l'engagement envers votre produit et votre marque plutôt que la couverture. Et ensuite, donc, à la dernière étape, où on a donc les fameuses audiences remarketing, customer match, donc, qui correspond à la base de données, et intention personnalisée. Vous avez donc le TrueView for Action, qui est en fait une vidéo classique comme le TrueView for Reach, mais dans laquelle on va insérer des call to action et vraiment une incitation à aller sur le site et à transformer. Donc c'est un format qui est optimisé au coût par acquisition, donc vraiment orienté perf et pas visibilité. Mais bien sûr, il faut s'attendre à des performances moins bonnes qu'en search. Donc il faut vraiment aussi prendre en considération qu'on reste sur un levier de visibilité et que ce qu'on va chercher en conversion, c'est vraiment de l'incrémental. Je vous ai mis des exemples donc, voilà, de vidéos non skippables, TrueView for Reach, Bumper, Must Add. Pour info, le Must Add, c'est la vidéo que vous avez en home de YouTube. Donc tout ça, c'est des formats d'annonces qui se payent au CPM. Donc le mode d'achat diffère en fonction de l'objectif. Ce qui diffère vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est que quand vous êtes sur un mode d'achat au CPM, vous allez vouloir couvrir le plus de personnes possible. Alors que sur l'engagement et le discovery, vous allez être au CPV ou au CPC. Et dans ce cas-là, c'est le coût par vue ou le coût par clic que vous allez vouloir tirer vers le bas. Et donc le TrueView for Action, donc avec un exemple, où là on est sur un mode d'achat au CPA, donc au coût d'acquisition, et où on va donc voilà, inciter à l'action, ajouter un bouton, et toujours être sur un format d'annonce vidéo plus courte. Je vous ai remis les bonnes pratiques vidéo en digital, donc ça c'est des bonnes pratiques que YouTube nous fournit, qui sont hyper importantes à avoir en tête. Parce qu'on a beau mettre en place le bon dispositif avec les bonnes audiences, le bon système d'enchères, cette vidéo, il est hyper important. Et si vous n'avez pas une vidéo pertinente qui correspond aux critères et aux spécifications de Google Ads, forcément, l'impact il sera moindre. Donc c'est hyper important d'avoir en tête les bonnes pratiques vidéo en digital, donc utiliser le son et l'image, parce que souvent sur YouTube, on écoute, mais si la vidéo n'a pas de son ou personne qui parle, bah forcément, le message n'y est pas passé. Bien mettre en avant les caractéristiques produits et les caractéristiques marques, bien penser aux petits écrans car c'est majoritairement consommé sur mobile. Capter l'attention dès le début, c'est pas comme à la télé, votre marque elle doit arriver tout de suite, votre service doit arriver tout de suite, parce que toutes les personnes qui vont skipper à 5 secondes, il faut quand même qu'elles aient eu un maximum d'informations avant. Et en plus, on ne va pas les payer. Donc introduire la marque rapidement et donc prévoir un call to action donc à la fin, surtout pour le YouTube for Action. Un exemple de campagne YouTube qui met bien en avant l'intérêt de travailler sa marque pour servir sa perf. Donc c'est l'exemple d'Espace Ombrage, qui est un client qui en plus s'est fait accompagner par les équipes Google pour créer sa vidéo, parce que du coup, en fonction de votre niveau d'investissement, Google peut vous fournir des équipes créa pour vous accompagner et produire une vidéo si vous n'en avez pas les moyens.
Et donc pour cette campagne-là, une campagne TrueView classique de visibilité, on a mis en place un boost de visibilité auprès d'une audience composée d'intentionnistes d'achat, de profils similaires aux acheteurs et avec des centres d'intérêt maison et jardin. Les résultats ont été les suivants, donc on a fait plus d'1 million, on a touché plus d'1 million de personnes en vidéo et on a fait en parallèle plus de 130% de conversion sur nos requêtes marques. Et donc on a vu un vrai impact sur la recherche de la marque pendant qu'on a diffuser cette campagne sur YouTube. Donc plus 89% d'impressions search sur la marque et plus 118% de clics search sur la marque. Donc c'est assez parlant. Si vous travaillez votre visibilité, forcément vous serez plus recherché et on sait et on constate qu'on a des meilleures performances de conversion sur nos requêtes marques. Donc c'est très très important, voilà, de travailler en amont sa visibilité pour que derrière vos campagnes search notamment aient de meilleures performances. Donc, comme je disais depuis tout à l'heure, pour reprendre le schéma du début, donc pour travailler son mix média et servir sa perf, il faut travailler toutes les étapes de notoriété, d'engagement et de performance. Et ça, du coup, vous pouvez bien le faire avec Google, puisqu'à chaque étape, vous avez justement un réseau, un service, un produit qui va derrière répondre à votre objectif. Pour info, Google va vers des produits cross-réseau. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette nouvelle campagne qui s'appelle la campagne Performance Max, qui est en fait une campagne qui va utiliser tous les réseaux de Google en même temps pour répondre à votre objectif de performance. Donc, c'est vraiment une campagne orientée perf, mais qui va utiliser vraiment tous les réseaux en même temps, sans que vous ayez forcément la main sur quel réseau est utilisé en priorité. C'est vraiment une campagne toute automatisée qui va venir en complément des campagnes et de la stratégie que vous avez déjà en place pour aller chercher des conversions incrémentales et en plus basées sur un CPA cible. Une fois qu'on a mis en place donc, toute notre stratégie sur Google, qu'on a bien capté à quoi servait chacun des réseaux et quel objectif ils pouvaient couvrir, ce qui est hyper important, c'est de mesurer la performance pour justement évaluer donc, la pertinence, les optimisations à faire et vraiment la rentabilité de vos campagnes et de votre dispositif. Donc hyper important à rappeler, ça peut paraître basique, mais il faut vraiment analyser les bons KPI au bon moment. Quand vous lancez des campagnes de notoriété, de visibilité, donc sur display ou sur YouTube, il faut vraiment vous concentrer sur les KPI qui sont importants pour cette campagne-là. Dans le cadre de Noto, ce que vous allez regarder, c'est le volume d'impression, le volume de vues de vidéo. Je ne l'ai pas mis, mais aussi la qualité des audiences, bien faire attention à la qualité des audiences sur lesquelles vous allez diffuser. Et tout ce qui va être coût pour 1000, coût par vue, et derrière, du coup, l'évolution, comme je vous montrais avec l'exemple d'espace ombrage, l'évolution de vos requêtes marques. Est-ce que du coup, votre dispositif Noto, en parallèle, il va avoir un vrai impact sur la recherche de votre marque, sur l'évolution de vos accès directs sur votre site, et essayez d'aller chercher plus loin dans les KPI quand on active une campagne visibilité. On a également accès avec YouTube à des études brand lift, en fonction, bon, il faut avoir au moins 10 000 € d'investissement sur 30 jours sur YouTube pour pouvoir avoir accès à une étude qui soit pertinente parce qu'il faut avoir assez de data, donc qui s'appelle les études brand lift, qui vous donnent l'évolution de la notoriété de votre marque, de l'intérêt pour votre produit en fonction de l'étude que vous avez demandée. Mais du coup, vous avez aussi accès à ce genre de data et KPI vraiment purement notoriété. Ensuite, sur la partie engagement, si vous lancez des campagnes d'engagement, là, vous allez vous concentrer sur les datas de clics, de CTR, donc de taux de clic, de coût par clic, et regarder la qualité du trafic et les micro-conversions. Donc là, par exemple, en display, sur une étape d'engagement, vous allez regarder si le taux de clic est bon, si le CPC est assez faible, si vous pouvez encore le tirer vers le bas. Vous allez regarder si derrière, les personnes qui sont allées sur votre site ont visité plusieurs pages, ont réalisé quelques micro-conversions, et bien penser du coup à les embaser dans vos audiences de remarketing pour ensuite les recibler sur les campagnes de conversion. Et ensuite, pour terminer, donc sur vos campagnes perf, identifiées comme des campagnes à la performance, c'est là que vous allez regarder votre coût d'acquisition. Votre coût d'acquisition, vous ne pouvez pas le calculer sur la totalité, il faut vraiment le calculer sur les campagnes dédiées à la performance. Pareil sur la rentabilité. Donc là, vous allez regarder la conversion, le taux de conversion, le CPA, le ROI, et la valeur de conversion donc, qui correspond au chiffre d'affaires pour les e-commerçants. L'intérêt de lancer une campagne 360 sur Google Ads, c'est que du coup, on a accès à des outils et à des mesures de données 100% Google, donc notamment aussi avec Google Analytics, et qui vous permettent
du coup de mesurer vraiment la contribution de chacun des leviers que vous allez activer. Donc si vous activez de l'anoto, de l'engagement, de la conversion, vous allez quand même pouvoir savoir si à un moment donné, dans le parcours utilisateur, vous êtes apparu ou pas et vous avez généré à la fin une conversion. Donc là, je vous ai mis un exemple de parcours. Donc une personne visite votre site, ensuite elle est reciblée avec une annonce display, elle clique, ensuite elle est reciblée avec une annonce vidéo, elle voit la vidéo, et ensuite elle fait une recherche sur Google, elle clique, et là elle convertit. Donc là, vous êtes apparu 3 fois dans son parcours utilisateur. Vous allez avoir tendance à valoriser la dernière étape, la recherche, alors qu'avant, vous avez quand même votre campagne de vidéo qui est apparue, qui est intervenue, et avant tout ça, il y avait aussi la bannière display. Donc, avec un modèle d'attribution basé sur les données, Google va automatiquement, pareil, grâce à son algorithme, donner la valeur qu'il estime la plus juste à chacun des points de contact. Donc là, pour info, il aurait pu mettre 30% à l'annonce display, 20% à la vue de vidéo et 50% à l'annonce Google. Donc ça, c'est vraiment Google avec son algo qui permet de déterminer si vraiment l'apparition ou pas de votre pub à ce moment-là est pertinente. Et si on la retire, potentiellement, on perd le lead. Et à la fin, il n'y a pas de recherche. Oui. Comment on fait le suivi? Comment on peut voir justement sur quel canal? Alors, sur Google Ads, quand vous avez toutes vos campagnes, dans la partie conversion, vous avez accès à des rapports où justement vous avez tous les chemins. Et dans Google Analytics, vous avez également une partie, dans la partie conversion, dans les chemins de conversion, également accès à tous les chemins de conversion, enfin tous les chemins utilisateurs avant conversion, qui vont en plus comprendre toutes les sources non payantes. Donc dans Google, vous avez accès à toutes les sources payantes et à tous les chemins avec les campagnes. Et dans Analytics, vous avez la même chose, mais qui comprennent du coup les sources naturelles. Oui. Et avec l'arrivée de Google Analytics 4, est-ce que c'est, vu que tout est un peu... le contrôle est plus au niveau de Google que lui-même, est-ce que ces données vont être modifiées? On va avoir moins d'informations, vu que tout est mis un peu mélangé dans Google Analytics 4 ou pas? Pour l'instant, oui, c'est le risque. Il y a beaucoup de mises à jour qui sont en train d'être faites et de solutions qui sont en train d'être cherchées pour pallier à ça. Comme je le montrais au tout début, on a le consent mode pour que justement le rapport de conversion dans Google Ads soit le plus juste possible. Par contre, effectivement, dans Analytics, on perd de plus en plus de data. Et effectivement, dans Google Analytics 4, pour l'instant, on n'a pas encore toutes les infos, malheureusement. On attend encore beaucoup d'infos de la part de Google, mais il y a un énorme risque, effectivement, qu'il y ait des pertes. Et c'est pour ça aussi l'intérêt d'avoir ce fameux dispositif 360 sur Google Ads, c'est que pour l'instant, sur Google Ads, on a une maîtrise quand même assez forte de ces chemins-là. Et je voulais terminer la présentation donc, sur une citation donc, de Thomas Behring, un responsable de brand measurement chez Google, qui nous dit qu'il faut dépasser donc, la logique de performance par format. C'est hyper important et je voulais vraiment ouvrir la fin de la presse sur ça. Quand on met en place un dispositif 360, il faut avoir une vision globale de sa stratégie et ne pas mesurer étape par étape et ne prendre en considération que étape par étape. Il faut prendre du recul sur son dispositif et avoir vraiment une mesure de l'impact de tout le dispositif et de chaque étape l'une sur l'autre. Donc voilà, donc dans certains cas, une annonce vidéo peut ne pas entraîner de conversion immédiate, comme on a vu dans l'exemple juste avant, mais il ne faut pas en déduire que la vidéo ne sert à rien et ne fonctionne pas. Il faut aller plus loin et c'est possible que la vidéo incite l'internaute à examiner une offre. Et comme je le disais, si vous l'enlevez du parcours, potentiellement, vous perdez le lead ou la conversion. Donc voilà, la mesure séparée des différentes campagnes donnera une vision tronquée de la réalité. Donc il faut bien avoir les bons KPI campagne par campagne, mais derrière prendre le recul pour analyser l'ensemble. Et dans les faits, donc c'est vraiment le faisceau d'annonces dans son ensemble qui a permis de générer la vente, comme l'exemple de parcours que je vous ai mis. D'où l'importance d'analyser l'impact de vos campagnes dans leur globalité. Et encore une fois, sans vouloir faire grosse pub à Google, mais c'est vrai que c'est ça l'avantage. Vous avez la même chose si vous faites des dispositifs 360 sur Facebook. C'est ça l'avantage de réaliser un dispositif 360 sur une régie en particulier. C'est que du coup, elle vous donne accès à des données qui sont très complémentaires et qui vous permettent d'avoir cette analyse plus fiable et plus réelle de l'impact du dispositif sur vos perfs. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. D'autres questions? Je pense qu'il y a plein de questions, mais les gens sont un petit peu timides, c'est normal.
Sinon, vous pouvez aller télécharger nos livres blancs, dans lesquels vous aurez beaucoup de réponses à vos questions. Ou voilà, contacter une des agences de cybersécurité, éventuellement, si vous avez d'autres questions ou si vous voulez aller plus loin sur une stratégie Google Ads. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation qui était super intéressante. J'ai une question sur la subtilité du B2B, parce qu'en fait, il y a pas mal de choses que vous avez présentées qui sont forcément facilement, on peut se projeter plus facilement pour le B2C. Et du coup, pour le B2B, quand vous parlez de campagne 360, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer tout de suite le pendant sur le B2B. Est-ce que vous avez des éléments, des subtilités à prendre en considération par rapport à ça ? Justement, on a des clients B2B, on a des problématiques B2B, et on sait que souvent en B2B, finalement, la requête va souvent être la même qu'en B2C, c'est la personne derrière qui va être différente, et d'où l'importance de la partie audience, de la partie tracking. Si je traque sur votre site un formulaire complètement orienté B2B, avec du contenu orienté B2B, et que je fournis à Google, par exemple, votre base de données B2B pour lui donner l'information, que c'est ce profil-là de personnes qu'on recherche, alors nous, ça va nous aider à, en achetant des mots-clés qui peuvent paraître génériques, à optimiser quand même sur cet objectif-là. Donc sur le papier, finalement, les campagnes B2C et B2B se ressemblent beaucoup, mais il faut vraiment prendre en considération que si je lui donne l'info que le lead et le formulaire que je veux optimiser, il est B2B, il va normalement automatiquement s'optimiser dessus. Après, sur la partie display YouTube, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'effectivement, dans tout l'inventaire d'audience, il y a beaucoup moins d'audience orientée B2B. Mais on peut se baser sur vos audiences similaires, vos audiences bases de données. Donc, c'est plus compliqué, ça coûte plus cher. Au clic, au CPA, c'est plus cher, mais c'est possible, notamment en search.